384 400 de Jean-Philippe Lux. La Terre était entrée en phase terminale depuis 2 décennies. La population avait atteint un seuil critique. L'eau potable manquait malgré les technologies novatrices permettant d'en produire toujours plus vite. Les températures explosaient les records. Le temps se déchaînait à longueur d'année. Dans ce contexte difficile, les puissants de ce monde en perdition s'étaient tournés vers la seule solution encore accessible. L'humanité arrivait à un nouveau tournant dans son histoire, devait trouver d'autres lieux où elle pourrait poursuivre son évolution. « 4 mars 2250, 13h20. Le décompte final était enclenché. Nicole et Laurent, qui composaient l'équipage, sentirent les vibrations des moteurs s'activant. Ils s'échangèrent un regard. Le stress gagnait Laurent. C'était leur toute première mission. Ils avaient été formés pendant des mois, mais ils ne pensaient pas que ce jour arriverait si rapidement. Ils auraient dû partir plus tard, avec un plus grand équipage, pour un plus long voyage. Il consulta le tableau de bord. Tous les voyants étaient au vert. Dans son casque, il entendit les membres du centre de lancement. « Encore 30 secondes, songea-t-il. Il pensa au visage de sa femme, de ses enfants. Il se souvint de ses collègues, qui ne l'avaient pas cru le jour où il avait annoncé la raison pour laquelle il les quittait. « Ce n'est plus un changement d'orientation dans ta carrière, » lui avait déclaré son chef. « C'est un bouleversement radical. Tu vas nous manquer. Tu es l'un de nos meilleurs éléments. » Ils sont sûrement tous devant leur écran à me regarder partir. Soudain, les vibrations se firent plus intenses. Laurent quitta ses pensées. Il leva le pouce en direction de Nicole, pour lui signaler que tout allait bien se passer. Les propulseurs les pousseraient bientôt à toute vitesse vers l'infini grand. Ils entendirent le 0 qui annonçait le lancement. La puissante force les scotcha à leur siège. C'est parti. Ils décollaient en direction de la Lune. L'émotion les envahit. Même s'ils s'y étaient préparés, le ressenti dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. L'engin accéléra jusqu'à atteindre une vitesse vertigineuse. Laurent ne bougeait plus. Il retenait son souffle. Une mission d'un genre différent les attendait. La fusée s'arrachait à la terre, comme un nouveau-né quitte le ventre de sa mère. Une première secousse leur fit comprendre que les 2 propulseurs venaient de se détacher, ainsi que le réservoir externe. Il ne restait plus à présent que l'orbiteur. Ils étaient très hauts, le bleu du ciel laissait petit à petit sa place à l'obscurité de l'espace. Le calme revint dans le cockpit. Les 2 coéquipiers s'échangèrent un regard avec un sourire léger. Ils avaient déjà l'impression de flotter. « Dans un peu moins de 3 jours, nous serons arrivés, » signala Laurent. « Oui, finalement, c'est peut-être mieux que les choses se déroulent ainsi, » répondit Nicole en ôtant sa ceinture. « C'est un test grandeur nature avant notre départ pour Mars. » Il vérifia la trajectoire de l'appareil et se détacha à son tour, pour la rejoindre. En passant devant le premier hublot, il observa l'horizon, courbé. La rondeur de la Terre se dessinait peu à peu sous ses yeux. Le spectacle était magnifique. Une vue à couper le souffle s'offrait à lui. Bientôt, il apercevrait la planète bleue dans son ensemble. Et puis, l'astre où il était né ne ressemblerait plus qu'à une balle rapetissant alors que la Lune grossirait toujours plus. Les heures s'égrinaient lentement. Les 2 astronautes faisaient de l'exercice, envoyant des messages à la Terre. Mangeaient, essayaient de dormir, vérifiaient les données de navigation pour s'assurer que le vol se passe bien. Dans l'espace, leur seul point de repère pour savoir s'ils étaient debout était la navette. À présent qu'ils voyaient la globalité de la Terre, ils prirent conscience qu'une partie des humains avait toujours la tête à l'envers. Toutes les notions qui semblaient logiques sur le plancher des vaches étaient remises en question ici, à des milliers de kilomètres de distance de leur maison. 7 mars 2250, 14h12. La première phase du voyage se terminait.
La navette était en orbite autour de la Lune depuis plusieurs dizaines de minutes. Laurent et Nicole étaient installés dans le cockpit. La station lunaire était en communication avec eux. « Ici Santa Maria 2, nous vous avons en visuel. Vous pouvez entamer la manœuvre pour vous poser. » Laurent appuya sur plusieurs boutons et inclina le joystick. Les propulseurs pivotèrent verticalement. L'alunissage commença. Leur vaisseau s'approcha lentement du sol à la verticale, tel un hélicoptère. Le contact les secoua, puis l'engin se stabilisa. Les moteurs se coupèrent. Nicole et Laurent s'échangèrent un sourire de soulagement avant de se détacher et de se diriger vers l'arrière de la navette pour enfiler leur combinaison d'astronautes. D'ici quelques minutes, le comité d'accueil sera là. « Ça va nous faire un bien fou de pouvoir mettre le nez dehors », s'impatienta Nicole. « Oui, nous allons enfin sentir un nouveau sol sous nos pieds. » Laurent regarda à l'extérieur. Face à lui, 4 bâtiments se dressaient fièrement. Il pouvait distinguer les panneaux photovoltaïques ainsi que les empilements de batteries. Le cycle d'une journée était un peu plus de 29 jours terrestres. Il fallait donc accumuler l'énergie pendant les journées interminables pour avoir de quoi tenir durant les nuits qui étaient tout aussi longues. Les matériaux avaient été amenés sur plusieurs voyages. Des équipes s'étaient relayées pour construire ces structures qui abritaient la première colonie humaine depuis bientôt 3 mois. Cette base était un test grandeur nature, avant l'ultime périple. Tout devait être vérifié, analysé, validé. Car lorsque le convoi vers Mars partirait, aucune erreur ne serait tolérée. Pour cette expédition-là, matériaux et équipage devraient voyager en même temps, et aucun demi-tour ne serait permis. Une porte s'ouvrit au niveau du bâtiment central. Un véhicule à 8 roues apparut et se dirigea vers eux. « Le voilà, nous pouvons sortir !» s'exclama Laurent en se retournant vers Nicole. Ils attrapèrent leurs bagages et s'avancèrent jusqu'au sas de sécurité. Celui-ci se referma lorsque Laurent appuya sur le premier interrupteur. À présent, ils étaient isolés du vaisseau. Cette partie se dépressurisa, puis la porte s'ouvrit. 4 marches se déplièrent automatiquement. Laurent sentit une poussée d'angoisse le gagner, mais il ne la laissa pas paraître. Il descendit lentement, avec l'impression que chaque pas allait le faire s'envoler. Lorsque son pied droit toucha le sol, il repensa à cette célèbre phrase. « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. » Il regarda tout autour de lui. Le paysage était désertique, rocailleux, et pourtant si fantastique. Nicole se positionna à ses côtés. Elle appuya sur le bouton de sa combinaison et la porte se referma, comme par magie. Dans son casque, il entendit sa propre respiration et savoura le silence. La Terre était à 384 400 kilomètres. Le véhicule s'arrêta face à eux quelques secondes plus tard. La moitié gauche de celui-ci se souleva. Un astronaute, placé à l'avant, les salua. Laurent réactiva la radio de sa combinaison. Une voix résonna et rompit l'isolement dans lequel il s'était réfugié. « Bienvenue sur la Lune !» annonça l'homme. Il leur fit signe de s'installer. Laurent déposa son bagage dans le compartiment à l'arrière, aussitôt imité par Nicole. Les sièges étaient disposés perpendiculairement au chauffeur, et ils prirent place. Le véhicule se referma, puis se mit en mouvement. « Je suis Maxime, le responsable de la colonie. Vous avez fait bon voyage ?»« Oui, tout s'est bien passé. » répondit Laurent en regardant sa navette rapetisser de plus en plus. « C'était assez impressionnant, » ajouta Nicole. « On s'y fait à la longue, » sourit Maxime. Laurent repensa à ses dossiers. Il connaissait déjà tous les membres de la colonie lunaire. Le responsable de celui-ci était un homme grand, aux épaules carrées. C'était son 15e voyage dans l'espace. Il n'avait pas d'enfant, et s'était porté volontaire pour partir sur Mars. Sa compagne ne faisait pas partie de cette mission d'essai du matériel, mais elle décollerait en direction de la planète rouge le jour venu.
Le trio dut attendre la pressurisation de la zone exiguë où il se trouvait, avant que la porte qui les séparait du bâtiment s'ouvrît. Maxime les invita à quitter leur siège, puis les précéda d'un pas décidé. « Vous pouvez retirer votre casque » indiqua ce dernier en enlevant le sien. Il ôta ensuite sa combinaison. Laurent et Nicole l'imitèrent. « Ici, nous sommes, dans le garage. C'est la partie principale de notre installation. » Il montra les 3 portes dans le fond de la pièce. Le premier sas donne accès à la serre, où nous faisons pousser divers végétaux pour nous nourrir, mais aussi pour générer notre air. C'est le poumon de Santa Maria II. Le deuxième permet à se rendre à la centrale. C'est à la fois notre salle de séjour, salle à manger et salle de sport. C'est là que se trouve en plus le centre de communication. Enfin, le troisième nous relie au dortoir. « Où se trouve la salle d'eau et les commodités ?» l'interrompit Laurent. « Nous connaissons déjà l'installation. Nous avons étudié les plans avant notre départ. Nous ne sommes pas là pour jouer les touristes. Pouvons-nous voir les autres membres ?»« Bien sûr !» répondit Maxime, légèrement déstabilisé par la réaction du nouvel arrivant. Il ouvrit l'accès du milieu, et le trio traversa le petit couloir avant de parvenir à la centrale. L'endroit était spécieux, immaculé. 2 hommes et une femme étaient assis autour d'une grande table ovale placée en son cœur. Laurent aperçut la cuisine au fond à droite, et une porte qui donnait sur la salle de sport. « La police de l'espace est arrivée » adressa Maxime à l'attention de ses collègues. Il tourna ensuite la tête vers les nouveaux venus et tendit le bras en direction de ses collaborateurs pour les présenter. « Voici Julien, notre botaniste, Christophe, le mécanicien, et enfin Charlotte, notre scientifique. » Laurent leur lança un regard rapide. Il les connaissait déjà tous. Il avait lu leurs fiches signalétiques, décortiqué leur vie. Nicole et lui devaient garder leur distance avec eux. Ils le savaient. Dans ces bâtiments, ils étaient les shérifs, les représentants de l'ordre. La neutralité s'imposait. L'enquête primait. « Où est le cadavre ?» s'enquit l'inspecteur, laissant leur hôte quoi. « 7 mars 2250, 14h52. Maxime entra dans la serre le premier. « Je ne sais pas pourquoi il vous a envoyé. C'est un accident. Sophie a certainement oublié de vérifier le bon fonctionnement de son matériel, » fit-il remarquer tout en progressant parmi la végétation. « Nous devons en avoir le cœur net, » rétorqua Laurent. « On ne peut se permettre de laisser quoi que ce soit au hasard. »« Je comprends tout à fait. En plus, vous arrivez au mauvais moment. La nuit devrait tomber d'ici moins de 24 heures. » Le responsable se tourna pour s'assurer que les 2 inspecteurs suivaient. « Elle dure un peu plus de 14 jours, vous savez ?» Laurent hocha la tête en guise de réponse. Il savait qu'ils arrivaient au mauvais moment, que la pénombre leur compliquerait la tâche s'ils devaient enquêter sur le lieu où avait été retrouvé le corps sans vie. « Nous l'avons mis ici, » précisa Maxime en s'arrêtant devant une porte en inox. « C'est un congélateur où nous entreposons nos graines. Elle est comme nous l'avons trouvée. Nous l'avons juste ramenée et n'avons touché à rien. »« Merci. Vous pouvez nous laisser, » répondit Laurent. Nicole ouvrit et s'avança dans le grand froid. La combinaison de sortie qui contenait le corps de Sophie gisait au sol, au beau milieu des étagères. Elle connecta son lecteur de données à hauteur du casque de la victime, et le minuscule écran afficha les premières informations. « La pauvre est morte par manque d'oxygène, » fit-elle remarquer. « Mais c'est étrange, car l'ordinateur de sa combinaison aurait dû l'avertir, au moment où sa réserve de survie s'entamait. »« Aide-moi, tu veux bien ?» l'enjoignait-elle, après avoir débranché son matériel. Ils retournèrent délicatement le cadavre. « Pas si le capteur a été trafiqué », compléta Laurent en montrant un petit boîtier abîmé dans le dos de la jeune femme. Nicole regarda son collègue avec effroi en comprenant qu'il s'agissait bien d'un meurtre, et que l'une des 4 personnes qu'ils avaient croisées en arrivant était de toute évidence coupable. « Il ne nous reste plus qu'à trouver qui est l'auteur de cet acte, et pourquoi ?» conclut-il. 8 mars 2250, 10h11. Les interrogatoires s'étaient déroulés dans le calme.
Les uns après les autres, tous les membres de la mission Santa Maria II s'étaient retrouvés face aux inspecteurs. Tous avaient répondu aux questions, excepté Christophe, qui s'était muré dans le silence. Laurent avait remarqué son air désemparé, l'affliction au fond de son regard. C'était lui qui avait trouvé Sophie lors de cette sortie dramatique et qui avait ramené son corps. Mais ce n'était peut-être pas la seule explication à son état second. « Qu'en penses-tu, Nicole ?» lança Laurent avant de boire une gorgée d'eau. Il est évident que pour saboter la tenue de la victime, il faut s'y connaître un peu. Christophe, le mécanicien, est la piste la plus logique. Il n'avait pas l'air à l'aise lorsque nous l'avons interrogé, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Oui, son mutisme ne me dit rien qui vaille. Allons voir ce que nous apprend l'ordinateur principal, ainsi que les caméras. Le duo se rendit à la centrale. L'endroit était désert. Maxime effectue une sortie en compagnie de Charlotte. Christophe était dans le garage et Julien dans la serre, ce qui arrangeait bien les inspecteurs qui pouvaient visionner les vidéos en toute tranquillité. Nicole brancha son portable à la console et entra les codes qui lui avaient été fournis avant son départ. C'était son sésame pour accéder aux données confidentielles de l'ordinateur de Santa Maria II. Durant de longues minutes, elle analysa les informations, pendant que Laurent faisait les 400 pas. « J'ai trouvé, viens voir !» se félicita-t-elle soudain. « Ici, nous pouvons observer Christophe alors qu'il s'approche de la combinaison de Sophie. C'est certainement à cet instant qu'il l'a trafiquée. » Elle fit plusieurs arrêts sur image et effectua des captures d'écran. « Il s'agit bien de Christophe, ça ne fait aucun doute. Je pense que nous avons trouvé notre coupable. » « Allons le trouver. » Elle ferma son ordinateur et se dirigea vers le garage en compagnie de Laurent. Maxime les y attendait. Il portait sa combinaison. Seul son casque était enlevé. Son visage était marqué par l'inquiétude. « Vous tombez bien !» commença-t-il en s'approchant des inspecteurs. « Il faut que vous veniez avec moi. Il est arrivé quelque chose à Charlotte, dans la grotte où nous faisions des prélèvements. » Laurent posa la main sur l'épaule de Nicole. « Je vais y aller. Je peux te laisser t'occuper de notre petit problème ?» Sa collègue acquiesça. Laurent fila une tenue avec l'aide de Maxime, puis ils partirent vers le sas de sécurité où les attendait un véhicule lunaire. Nicole les regarda disparaître à travers le hublot. Dehors, la longue nuit avait débuté. La porte se referma. « Quand il faut y aller, se rassura-t-elle en se retournant en direction de la serre. Elle posa la main sur son taser. Ils n'avaient pas pu prendre leur arme de service en partant. Le risque de perforer une paroi était bien trop grand. Cette arme était sa seule défense en cas de rébellion du coupable. Elle emprunta la porte puis longea le petit couloir. En arrivant dans la zone de verdure, elle repéra Julien et Christophe accroupis près des fleurs. Elle s'approcha, les deux hommes se retournèrent. Christophe avait les yeux rougis. « Que se passe-t-il » demanda Julien. « Reculez de cet individu, il est dangereux. » Julien se mit debout, puis fixa Christophe avant de répondre. « Que racontez-vous ? Il ne ferait pas de mal à une mouche. » Nous savons qu'il a touché à la combinaison de Sophie, quelques heures avant sa mort. L'inspectrice sortit de sa poche droite une paire de menottes. « Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes en état d'arrestation. » Christophe se releva à son tour. Il ne protesta pas et plaça ses mains derrière son dos. « Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi, » murmura-t-il. « Depuis qu'elle est décédée, plus rien n'a d'importance. » Nicole eut un doute au moment de cadenasser les poignets du suspect. « Pourquoi dites-vous cela ? Vous ne comprenez pas. J'aimais Sophie. » L'inspectrice se figea. L'homme continua. « Oui, nous sommes sortis ensemble ce jour-là. Oui, c'est moi qui ai ramené son cadavre, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Nous nous sommes rendus dans une grotte à quelques centaines de mètres d'ici. Nous nous sommes séparés à l'intérieur, juste quelques minutes, et lorsque je suis revenu auprès d'elle, elle avait déjà perdu la vie. Si j'ai touché sa combinaison, c'était pour faire apparaître un message sur l'écran de son casque. Une demande en mariage. » Il s'écroula et se laissa tomber sur les genoux.
Nicole eut brusquement un doute. Vous voulez dire que... Oui, intervient Julien. Nous en discutions lorsque vous êtes arrivés. Nous pensons que c'est Maxime l'assassin. Ne bougez pas, je reviens. Elle abandonna les deux hommes et regagna la centrale. Elle brancha à nouveau son écran, puis regarda la vidéo de la journée du meurtre, en accéléré. « Bordel de merde !» bafouilla-t-elle. Dans son dos, la porte s'ouvrit. Elle se retourna. Julien et Christophe s'avançaient vers elle. « Est-il possible d'entrer en communication avec le véhicule lunaire ?» s'enquit-elle avec nervosité. « Oui, bien sûr. Et que se passe-t-il ? Il faut que je contacte mon collègue. J'ai voulu aller trop vite tout à l'heure. Mais à présent, je suis certaine que c'est bien Maxime qui est derrière tout ça. »« Comment ça ?» s'étonnèrent-ils en chœur. « Oui, on le voit s'approcher des combinaisons la matinée avant votre départ avec Sophie, » expliqua-t-elle en regardant Christophe droit dans les yeux. « C'est donc bien lui qui a saboté la réserve d'oxygène. Je me suis fait avoir comme une débutante. Il m'a induite en erreur en me précisant votre heure de sortie, et je me suis calé peu de temps avant cet instant, lors du premier visionnage. » Christophe se laissa tomber sur la chaise la plus proche. « Ce n'est pas possible. Moi qui croyais que c'était un accident à la base. Il nous a bien eu, ce fils de... Lui qui m'a donné l'idée du message romantique sur le casque de Sophie. Il avait tout prévu, pour que je passe pour le parfait coupable. Le problème est que mon collègue est avec Maxime. Celui-ci nous a parlé du souci avec Charlotte. Ils sont partis jusqu'à la grotte. C'est la même où Sophie a perdu la vie. Vous me montrez comment contacter Laurent, s'il vous plaît ? Si ce que vous dites est vrai, cela le mettra encore plus en danger. C'est Maxime qui va intercepter la communication, et il va tout de suite comprendre. Je pense que nous aurions plus de chance en allant à pied jusqu'à la grotte. Des regards s'échangèrent. Nicole détacha Christophe, et ils partirent vers le garage. Après avoir enfilé leur tenue, ils attrapèrent chacun une lampe, et filèrent vers l'extérieur où le noir absolu avait envahi la surface de la lune. 8 mars 2250 14h47 Le véhicule avançait dans la semi-pénombre, le sol éclairé par 2 projecteurs longue distance. « Nous sommes bientôt arrivés, » avertit Maxime. « La grotte est là, face à nous. C'est là que se trouve Charlotte. » Un mont prenait forme dans le désert de roches. Laurent décrocha sa trousse de premier secours. L'engin décéléra. L'antre les défiait, lugubre, inquiétant. « Je m'arrête ici, le terrain n'est plus praticable après. Nous devons en finir à pied. » Le 8 roues s'immobilisa. Sa moitié gauche se souleva pour libérer ses passagers. Les 2 hommes se mirent à marcher, à la lueur de leurs lampes positionnées de part et d'autre de leur casque. Dans cette nuit interminable, le silence était encore plus inquiétant. Maxime avançait d'un pas lunaire, tel un ballon de baudruche qui rebondirait sur le sol. Laurent tentait de le suivre, tout en observant les alentours. Du moins, le peu qu'il pouvait distinguer. Au moment d'entrer dans la grotte, le responsable de la colonie se retourna. « Voilà, elle est juste là. Je vous laisse auprès d'elle. Je vais chercher les instruments de mesure que j'ai abandonnés dans la précipitation. » Laurent se pencha au-dessus du corps allongé au sol. Il fut pétrifié devant le visage de Charlotte. Son décès ne faisait aucun doute. Ses traits étaient gonflés, ses yeux imprégnés par la mort. Sa bouche grande ouverte de terreur. Il était évident que la souffrance avait accompagné ces dernières secondes. Soudain, dans le reflet de son casque, l'inspecteur vit l'ombre de Maxime, les bras en l'air, une barre dans la main. Dans un réflexe, Laurent roula sur la gauche. L'arme métallique, terminée par une pointe acérée, explosa la combinaison du corps sans vie de la jeune femme. « Mais vous êtes cinglé !» s'épouvanta-t-il en découvrant le visage de Maxime, marqué par la haine. Ce dernier frappa une nouvelle fois en direction de l'inspecteur qui esquiva le second assaut de justesse avant de se relever et de s'enfuir vers le fond de la grotte. Dans sa combinaison, il ne voyait pas derrière lui, mais pouvait observer son ombre juste devant lui, formée par les lampes de son poursuivant. « Pourquoi vous faites ça ?» s'enquit-il sans ralentir, entre 2 respirations. « Les humains sont fous !» haleta Maxime. « Ils pensent qu'ils ont tous les droits sur la nature. Vous imaginez que l'on va laisser ces colonisateurs envahir et empoisonner d'autres planètes? D'autres systèmes solaires?
On ? De qui parlez-vous ? Je ne suis pas seul. Nous sommes toute une organisation à vouloir empêcher l'homme de quitter la Terre. Son arrogance, sa soif de pouvoir l'aveugle. Notre planète est à l'agonie, et il désire déjà s'en prendre à une autre. Nous ne laisserons pas faire ces envahisseurs. Ils sont le cancer de l'univers. Le silence se fit quelques instants avant que Maxime ne le brise avec sa devise. Pour la nature! L'inspecteur réfléchissait à un échappatoire lorsqu'il vit la galerie se diviser en 2 voies. Il bifurqua à droite, plongea derrière un énorme rocher en éteignant les lampes de son casque et son ordinateur personnel pour ne faire qu'un avec les ténèbres, tel un caméléon. Maxime passa à quelques centimètres de lui, sans l'apercevoir, progressant droit devant, énergiquement. L'inspecteur, qui avait coupé sa radio pour s'assurer de sa discrétion, l'imaginait pester. Il attendit quelques secondes, puis à tâtons se releva. Il posa la main sur la paroi à sa gauche et avança lentement à l'aveugle. Les roches qui glissaient sous son gant étaient son fil d'Ariane, son seul repère. Le silence le plus total l'entourait. Chaque pas le rapprochait de la sortie, chaque seconde consommait son oxygène. Il ne pouvait plus interroger l'état de son réservoir, ce qui augmentait son stress. Mourir dans ces conditions sur ce satellite sans vie était impensable. L'inspecteur n'avait pas fait tout ce voyage pour y laisser sa peau. Son pied se coinça, il le tira lentement vers l'arrière pour le libérer sans déchirer sa combinaison. Dans son dos, une lueur fit apparaître son ombre. Le tueur fou se rapprochait. Laurent reprit sa marche. Sa respiration était saccadée. Il savait qu'il consommait beaucoup plus d'oxygène dans ces conditions. Il pensait à l'extérieur, au fait qu'il ne pouvait utiliser le véhicule sans passe pour le démarrer, qu'il allait devoir rentrer à pied. Il ralluma ses lampes frontales et vit la sortie. L'angoisse montait, son souffle résonnait dans son casque. Il se concentra, glissa, perdit l'équilibre et se retrouva sur le dos. Maxime le rejoignit. Il était debout face à lui, à quelques pas, le bras tendu, prêt à asséner le coup fatal. L'inspecteur ferma les yeux, regretta de ne pas avoir pu emporter son arme de service. Seul, dans un silence absolu, il allait trépasser à des milliers de kilomètres des siens. Tout à coup, 3 lampes apparurent et aveuglèrent l'assaillant. Celui-ci arrêta son geste. Laurent ouvrit les yeux, alerté par la clarté soudaine. Il en profita pour relever les jambes, les plia, et les projeta avec la force du désespoir. Ses pieds entrèrent en contact avec le torse de Maxime, qui fut propulsé en arrière par la puissance du choc. Laurent souleva la tête. Le meurtrier fou ne bougeait plus, couché sur le ventre. Nicole apparut au-dessus de son visage et lui tendit la main pour l'aider à se redresser. Il ralluma sa radio et la voix de sa collègue mit fin à l'angoisse du silence. « Je suis contente de vous voir en vie. » Après un échange de regards rempli de soulagement, les 2 acolytes s'approchèrent lentement de Maxime et le firent basculer sur le dos. Une vision d'horreur les fit détourner les yeux. Lors de sa chute, la barre de métal à l'embout pointu avait traversé le casque et transpercé l'œil droit du meurtrier. Laurent sentit la main réconfortante de sa coéquipière se poser sur son épaule. Leur première enquête spatiale était terminée. 10 mars 2250, 15h23. Dans la nuit, les propulseurs éclairèrent le sol afin de libérer la navette de l'attraction lunaire. Laurent et Nicole vérifièrent les coordonnées d'atterrissage une dernière fois avant de laisser le contrôle au pilote automatique qui les conduirait jusqu'à leur destination à travers les 384 400 km qui séparaient les 2 astres. Dans l'une des chambres du Santa Maria II, Julien terminait de se reposer. Il n'était plus que 2 dans les bâtiments, et de nouveaux membres allaient les rejoindre d'ici quelques jours afin de poursuivre la mission. Juste avant de retourner à la centrale, il sortit une valise noire de son casier. Il la déverrouilla et l'ouvrit. Un ordinateur s'y trouvait. Il composa un message sécurisé qui envoya à destination de la Terre. Pourquoi avoir exposé l'un de nos agents maintenant? Je pensais que nous devions attendre d'être arrivés sur Mars. Les pertes du côté de l'envahisseur vont être remplacées et la mission va se poursuivre. Ce sacrifice n'aura servi à rien. Je reste dans l'ombre
et j'agirai une fois que la colonisation de la planète rouge aura commencé. Pour la nature, Agent Delta. Ok, voici la fin de ce thriller palpitant. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et pensez à me mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un chaleureux et agréable moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao.